Salut à tous et à toutes, vendredi 22 août 2025, dernier numéro de ce grand journal pour cette semaine. Depuis la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich Dorellas pour présenter ce grand journal sur Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. Marche pacifique en mémoire de Wanderson Zabi à Delma 83. À l'initiative de plusieurs jeunes du quartier, une marche pacifique s'est tenue hier jeudi à Delma 83, en hommage à Wanderson Zabi, un élève de 19 ans tragiquement décédé le lundi 18 août 2025. L'événement a rassemblé amis, camarades de classe, riverains et militants, tous unis pour réclamer justice et faire entendre leur voix. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Nos amis, c'est une famille. Moi, parce que il y a famille, c'est promotion. L'école, depuis la première année jusqu'à philo, nous faisons tout bagaille ensemble. Mes amis font maman, nous disons papa, si mon nom pas coupable, il pas fouiller maintenant poche au monde, et me pile au policier pour dire c'est pile depuis pour mon jeune à passer. Pour mon a tiré, c'est tout le monde qui doit pour le revendiquer. Si on a revendiqué, il faut le revendiquer. On tire mon temps et on a des amis qui a passé au monde policier, qui s'est demandé. Justice m'a demandé pour des amis, il faut le joindre. Justice pour des amis qui c'est promotion qui se fait depuis la première année jusqu'à finir. On a 19 ans, on fait finir l'école, il y a un peu de rêve. L'État, ça, qui est là, l'État après la ville encore une fois. So, moi, j'invite chaque jeune garçon, chaque jeune femme pour responsabilité. Parce que je dis, si nous ne pas camper, pour nous mettre ensemble, on va tirer nous ensemble. Parce que le projet, c'est tirer chaque jeune femme, chaque jeune garçon dans le pays qui a une capacité pour tirer le pays dans sa vie. Je dis, l'important, pour tout Haïtien lever camper pour demander justice. Pour tout Haïtien lever camper pour demander sécurité. Parce que l'État, ça, doit nous la justice, doit nous sécurité. On est élève qui se fait philo. C'est pour montrer que l'État, ça, il mettait toute bagarre en marche pour manger, jeunes pour manger à venir pays. D'ailleurs, c'est nous-mêmes, nous, on est des amis, majorité jeunes, je regarde pas si nous l'amène, moi, franchement, c'est la rage. Ça me fait mal pour eux. Je dis ça tout à l'heure. Ça me fait mal pour eux. Comment ça me fait mal pour eux? Parce que bon structure, bon système qui mettait en place pour manger, ça ne va pas même rendre compte. Bon système qui trace la vie pour eux, qui trace l'avenir pour eux, qui ne correspond à mon yo. Je pense que c'est important. Ouais, je mettre précision sur ça. Pour chaque jeune femme, jeune garçon, pour responsabilité, nous devons camper ensemble pour ne pas mourir. Pour l'IA qui nous fait bouger à la lycée Pétionville. À Port-au-Prince, l'Université épiscopale d'Haïti inaugure son nouveau local à Delma 95. Dans une atmosphère de ferveur et de recueillement, l'Université épiscopale d'Haïti, UNEP, a célébré l'inauguration de son tout nouveau local, situé à Delma 95. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une messe solennelle présidée par le secrétaire général de l'institution, en présence de membres du corps professoral, d'étudiants, de responsables ecclésiastiques, ainsi que de partenaires académiques et communautaires. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Et célébrer, mais ça, pour nous capables d'inaugurer un nouveau local, ça, parce que nous avons longtemps nous avons cherché un nouveau local, mais tellement cher, et puis nous sommes une université qui a pile de déperdition là-dedans, nous avons pile d'étudiants, donc nous sommes une université qui est très frappée, surtout à cause de la situation dans le champ de masse là. Ça devient fait qu'on a perdu un peu d'étudiants, mais qu'on y a, nous pensons qu'avec un nouveau local, ça, qui est dans le Pétionville, nous pensons que l'effectif étudiant nous est capable d'augmenter. Les étudiants n'ont pas peur encore, parce que quand ils ont ces champs de base, ils ont peur. Donc, pour nous-mêmes, son joie, c'est le contentement qu'on a cléonné là. Donc, le fait que nous avons un nouveau local, ça, que nous pensons qu'il pourra
un nouveau départ pour l'Université épiscopale d'Haïti. Nous pas camper toute activité, il y a des facultés qui ont toujours fonctionné, par exemple la faculté de médecine, qui a toujours fonctionné parce que médecine en général, c'est 2 premières années qui toujours dans le local là, qui a besoin de salle de classe, mais puis il faut étudiants. Il y a toujours à l'extérieur, il y a un stage, il y a un internat, il y a un externat, etc. Donc ça te vient faire que il n'est pas trop pesant pour la faculté de médecine, mais par rapport à l'autre faculté, et sciences administratives, sciences de l'éducation, des facultés qui ont été obligées de fermer ou du moins fusionner dans l'autre, parce que nous tellement perdu d'étudiants, pour moi-même c'est une catastrophe. Donc, nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. Complot positif pour sauver Haïti a pris position dans le débat national en appelant à la mise en place d'une nouvelle transition. Selon ses dirigeants, la crise actuelle que traverse le pays ne peut trouver d'issue durable qu'à travers un gouvernement issu de notre accord politique plus inclusif et capable de restaurer la confiance entre l'État et la population. Écoutons l'extrait signé Télé Guinée. Qui pas jamais capable résultat. Là nous garder un gouvernement qui a signé un contrat tribo babo, contrat tête en bas, nous pas connaît pour combien de temps ils vend pays avec mercenaires par-ci par-là. Jodi à nous-mêmes complot positif nous font constat après 16 mois d'échec CPT avec gouvernement Didier Alik Fizeme qui pas une capacité pour résoudre problème de sécurité. Nous-mêmes nous dit que nous pour une l'autre transition. En transition, côté que nous pral signer un l'autre accord politique avec un l'autre gouvernement, un l'autre premier ministre. Parce que nous estimons que le premier ministre qui là, il n'a pas de capacité pour résoudre le problème de sécurité comme chef CSPN. Parce que le territoire a livré de tous côtés. Et c'est ça que fait, nous avons demandé tout et avocats qui ont un complot positif. Nous prenons signer une pétition pour que nous demandions pour que le sommet gouvernement ça là cap signer un contrat tête en bas avec un ensemble de mercenaires. Nous pas connaît pour combien de temps contrat ça yo a duré. Nous estimons CPTA avec le CSPN yo font celle ou pas connait qui est qui CPT ou pas connait qui est qui joue rôle CSPN. Et nous-mêmes nous estimons premier ministre là a fait une série de petits remaniements, petits amis, retirer pion port, mettre pion pam. Nous estimons, Premier ministre, là, pas aucun projet de société pour le pays. Et faut dire Premier ministre, là, ça l'a dirigé là, c'est pas BIA, c'est pas EAIC, son pays. L'autre dirige un pays, il faut qu'on ait un projet de société. Et jodi, nous prenons acte. Jodi, Premier ministre a démontré. Dans une interview accordée sur Radio Téléguina, le colonel Ibler Rebu dénonce un contrat du gouvernement avec des mercenaires. Le président du parti politique Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti, GRÉ, le colonel Ibler Rebu, monte au créneau pour critiquer un accord que le gouvernement aurait signé avec un groupe de mercenaires étrangers. Selon lui, une telle démarche n'apportera aucune solution durable à l'insécurité généralisée qui frappe le pays. Écoutons le colonel Ibler Rebu au micro de Radio Téléguinée. Comment t'as voulu comprendre? Pour t'apprendre Eric Prince, qui est un délinquant, ancien Navy Seals, bon bagay, high-tech du point de vue militaire. Il n'y a pas de discussion là-dedans. Monsieur monte entreprise, ou l'entreprise a ses marchés, tuer moun à travers le monde pour l'argent. Kounye, ou alors pour monsieur tape travail, il tape sous-traité avec l'armée américaine en Irak, en Afghanistan. Jusqu'à ce que le dernier acte, il a tué près de 17 pour son place, bah la force scandale l'oblige de faire un compagnon, bah compagnon l'autre non. Nèg qui ici yo. Ou gen la comprendre ça fait sécurité nèg a fait sécurité. Sécurité peut-être pas avec c'est réglé. Yo tande Eric Prince c'est bon ami président Trump. Donc si elle font transaction l'argent à monsieur a vinn intérêt en Haïti. Donc moun qui fait transaction avec là, li gen intérêt dans moun ça. Et comme c'est président Trump lié, en bas bagay secret, il y a là gon ti mot
Parce que yo ouais yo gen 15 mois là, travail yo te gen pour te faire, yo pas ouais ni commencement ni fin. Yo qu'on y a pas là à faire de yo pral faire yo pral changer constitution, yo pral faire élection, yo connait sous maniget yo. Bon yo connait gon jour bal la fini quand même. Et ben si yo gen contact avec ou nèg comme ça, jou bal la fini, monsieur akab la gon ti mot pour yo dans oreilles président Trump pour yo parler et ça seulement cap régler. Parce que écoutez, jodi a monsieur qui n'a pris les bandits occupé près de 20 à 23 points dans le territoire. Bon, dernier bail, m'a regardé sur les réseaux sociaux. Si c'est vrai, nous mettons les nets afin de négocier, maîtriser des points stratégiques en matière de communication en Haïti. Moi-même, on connaît un bail devant et pour dire prier l'Éternel pour sauver à ça. Cela veut dire que tout pendant nous avons un problème ça, sur le plan stratégique, qui besoin de vigilance, une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur une année, 365 jours non année, 12 mois sans arrêt, et puis des gens qui sont capables d'accès à eux. Haïti, Colombie, partenariat. Une délégation venue de Colombie a effectué une visite de 2 jours en Haïti, dans l'objectif de poser les bases d'une coopération bilatérale dans le secteur agricole. Durant leur séjour, les représentants colombiens ont rencontré des responsables gouvernementaux haïtiens ainsi que les acteurs du monde rural afin d'explorer des pistes de partenariat. Les discussions ont porté notamment sur l'échange de savoir-faire techniques, l'appui à la formation des agriculteurs et la mise en place de projets communs visant à moderniser la production agricole. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. En Colombie, en début de juillet, son visite d'échange à partir d'observations, à partir des problèmes que le secteur agricole a fait face. Donc, il y a des adresses qui peuvent être faites à travers la coopération bilatérale Colombie-Haïti pour que nous résoudre ces problèmes que le secteur agricole a fait face. C'est ça lié. Et c'est une volonté du président Petro pour que depuis lieu. D'ailleurs, dans moins de 4 mois, il fait des voyages en Haïti déjà. Il n'a pas gagné l'ambassade ici, c'est le consulat. Actuellement, l'ambassade, c'est pour montrer une volonté que nous gagnons pour coopérer à Haïti dans le domaine agricole. En matière de sécurité alimentaire, je voulais aider Haïti à sortir côté lié là. Délégation ça bien pour visiter qui côté? Pour ici, on a visité plein d'écailles qui tombent dans la question du riz. Pour nous regarder qui ça nous pourra mettre comme paquet sous plein ça pour permettre que plein répondre à ces besoins qui exprimer la question de consommation du riz dans le pays. Et en partir d'organisation filière là tout, nous allons regarder avec qui ça lié, qui ça doit faire. Nous allons aller sur une série d'initiatives locales et efforts locaux qu'a fait tout en cours à travers OR qui sont institutions régionales qui dans recherche. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Erlich Torelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, au studio de Swag Radio. L'Union européenne et les États-Unis ont publié jeudi une déclaration commune, plusieurs semaines après avoir conclu un accord cadre commercial. Les partenaires transatlantiques affirment qu'il s'agit d'un premier pas vers une relation commerciale plus équitable et plus équilibrée. Cependant, les détracteurs estiment qu'il s'agit de mauvais accords pour l'Europe. Écoutons un reportage signé CGTN News. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que cet accord apporte sécurité et prévisibilité au plus grand partenariat commercial au monde. Madame von der Leyen et le président des États-Unis, Donald Trump, sont parvenus à un accord en Écosse fin juillet, mais depuis lors, les négociations se sont poursuivies en coulisses afin de parvenir à une déclaration commune. L'Union européenne souligne que cette déclaration offre les meilleures conditions possibles aux entreprises européennes et qu'elle les place dans une position concurrentielle pour l'avenir. En vertu de cet accord, le taux de droits de douane de base pour les marchandises européennes à destination des États-Unis est fixé à 15%.
Pendant plusieurs mois, le bloc a fait pression contre ces droits de douane. Les responsables commerciaux affirment cependant qu'il s'agit du meilleur accord qu'ils pouvaient obtenir. Lorsque les droits de douane existants sont déjà de 15% ou plus, aucun droit supplémentaire ne s'appliquera. Cela signifie que l'Union européenne bénéficiera de droits de douane effectifs nettement inférieurs à ceux d'autres pays. Mais cet accord est assorti de conditions. Les droits de douane sur les voitures européennes ne passeront de 27,5% à 15% qu'à condition que l'Union européenne supprime ses droits de douane sur les produits industriels américains. La déclaration stipule également que l'Union européenne a l'intention d'acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine d'ici à 2028 et d'investir 600 milliards de dollars dans des secteurs stratégiques américains au cours de la même période. Cet accord a été critiqué par plusieurs responsables politiques et des chefs d'entreprise européens, le jugeant déséquilibré. Le secteur des vins et spiritueux fait partie de ceux qui n'ont pas obtenu d'exemption du taux tarifaire de base. Il qualifie la déclaration commune d'occasion manquée. Mais les responsables de l'Union européenne affirment que ce texte commun n'est qu'une première étape vers l'instauration d'une relation plus stable et de confiance dans le but d'obtenir davantage d'exemptions tarifaires à l'avenir. La présidente... Nous irons au Canada. Le cabinet du Premier ministre canadien a rapporté que Mark Carney s'est entretenu par téléphone avec le président américain Donald Trump. Hier jeudi après-midi, les tarifs douaniers et la sécurité frontalière ont été au cœur des discussions entre les deux dirigeants. Ils ont également abordé le conflit en Ukraine, ainsi que les récentes rencontres du président américain avec les présidents russes et ukrainiens. Écoutons les détails avec le confrère de Radio-Canada. On nous dit que c'est Mark Carney lui-même qui a initié cet entretien-là. Il y a une source près du dossier qui parle d'une discussion qui a été longue, qui a été substantielle. Il faut dire qu'après 2 mois comme ça de silence, évidemment, il y avait probablement beaucoup de dossiers à aborder. Il faut dire que aussi, sur une publication sur X, le premier ministre Carney, qui lui a parlé d'une conversation positive, une conversation productive. Il a dit qu'il y a eu plusieurs sujets abordés avec Donald Trump au menu défis commerciaux, établissement d'une nouvelle relation économique et de sécurité entre les deux pays et soutien à la paix et à la sécurité à long terme en Ukraine et en Europe. La dernière fois que les deux s'étaient parlé, c'était le 29 juin, ce qui veut dire que vraiment, depuis l'entrée en vigueur des tarifs de 35 % sur les produits non conformes à l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, le 1er août, il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de discussion. Mark Carney qui avait même dit quelques jours après, on ne s'est pas parlé et on va se parler quand ce sera pertinent de le faire. When it makes sense, c'est ce qu'il avait dit en anglais. Donc là, qu'est-ce qui a changé? C'est sûr que les tensions, elles demeurent. Le gouvernement Carney continue à dire que les négociations se poursuivent, mais quand même pas de signe d'accord. Et il y a également Dominique Leblanc, donc, on nous indique du côté de son bureau qu'il n'y a pas de rencontre prévue à Washington de son côté non plus prochainement. On rappelle qu'à part l'acier, l'aluminium, Juliane, tous les produits qui entrent sous le chapeau de l'ALENA sont exclus du 35 % d'imposition de frais de douane de Washington. Oui, ce qui fait que c'est vraiment une minorité de produits essentiellement qui ont vu cette imposition de tarifs douaniers. On parle de moins de 10 % des produits qui sont exportés. Voilà. Alors, le gouvernement a vraiment misé là-dessus aussi pour dire, bien, nous, on va continuer à négocier tant qu'on n'a pas d'accord qui va être satisfaisant pour le Canada, surtout que les secteurs à protéger, ce sont davantage les secteurs comme l'acier, comme l'aluminium, le cuivre. Donc, on est encore là-dedans et on nous dit que malgré tout, on s'attend à ce que les discussions se poursuivent. D'ailleurs, aujourd'hui, Mark Carney et le président Trump qui se sont entendus pour se reparler très prochainement. Bon, très bien. Juliane à Ottawa, merci. Au revoir. Au revoir. Nous irons en Colombie. Un important dispositif militaire est déployé vendredi en Colombie au lendemain d'attaques perpétrées par des groupes armés qui ont fait au moins 18 morts et des dizaines de blessés. Signe de l'intensification spectaculaire des violences dans le pays latino-américain. Voici un reportage à signé France 24. Une journée de violence sanglante en Colombie. À Cali, dans l'ouest du pays, un camion piégé cible une école d'aviation militaire.
Il tue plusieurs civils et fait des dizaines de blessés. J'étais dans un bureau quand j'ai entendu l'explosion. Nous avons tous été projetés au sol et nous avons réussi à nous extirper du bâtiment tant bien que mal. Le président colombien l'attribue à l'EMC, une faction issue des ex-forces armées révolutionnaires colombiennes, ou FARC, et dirigée par le trafiquant de drogue Ivan Mordisco. Les circonstances qui ont conduit aux enquêtes en cours m'obligent à demander à l'État colombien dans son ensemble et aux autorités nationales en particulier de désigner les cartels de trafic de drogue et leurs factions dissidentes comme des organisations terroristes. Cet attentat a eu lieu quelques heures seulement après une attaque de drone contre un hélicoptère de la police, abattu au sol à Antioquia, près de Medellín. Il s'agit de la première attaque par drone dont nous ayons entendu parler à Antioquia. Des criminels enhardis, riches, vêtus d'uniformes flambant neufs et équipés d'armes ultramodernes. Une dizaine de policiers sont morts et plusieurs autres ont été blessés tandis qu'ils participaient à une opération de démantèlement de plants de coca. Les responsables de cette attaque seraient une autre branche de l'EMC. Les deux groupes impliqués dans ces attaques font partie de ceux qui ont refusé l'accord de paix signé entre l'État et les FARC. Alors que la production de cocaïne atteint des niveaux records, la Colombie connaît une recrudescence de la violence ces derniers mois. Nous irons en Iran dans ce journal. L'Iran effectue son premier exercice militaire depuis la guerre de 12 jours contre Israël. La marine iranienne effectue jeudi et vendredi ses premières manœuvres militaires depuis la guerre de 12 jours, avec pour objectif déclaré de décourager toute nouvelle attaque de la part d'Israël. Voici un reportage signé Euronews. L'Iran a lancé jeudi son premier exercice militaire naval depuis la fin de sa guerre de 12 jours avec Israël. Une vidéo partagée par l'armée iranienne montre des navires lançant des missiles et des drones sur des cibles en mer, dans le golfe d'Oman et dans l'océan Indien. De telles manœuvres sont monnaie courante dans la République islamique. Mais cet exercice intervient presque 2 mois après une guerre qui a vu Israël détruire des systèmes de défense aérienne iraniens et bombarder plusieurs installations nucléaires et militaires du pays. La marine iranienne, dont les effectifs sont estimés à quelques 18 000 personnes, n'a pas pris part au conflit pendant la guerre de 12 jours et a donc été largement préservée. Dans des propos rapportés par les médias d'État, le régime des Mollahs a annoncé mercredi avoir équipé ses forces de nouveaux missiles pour renforcer la dissuasion militaire de l'Iran face à Israël. Le ministère de la Défense affirme que l'armée se tient prête à les utiliser efficacement face à toute aventure ennemie. Nous irons en France dans ce journal pour aujourd'hui, parlons de la justice en France. Génocide des Tutsis, non-lieu pour Agathe Habyarimana. Le parquet fait appel, la justice française a prononcé un non-lieu en faveur d'Agathe Habyarimana, veuve de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana. Les juges d'instruction ont estimé qu'il n'existait pas de charge suffisante pour l'accuser d'entente en vue du génocide des Tutsis de 1994. Voici un reportage signé Africa News. La justice française a prononcé un non-lieu en faveur d'Agathe Habyarimana, veuve de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana. Les juges d'instruction ont estimé qu'il n'existait pas de charge suffisante pour l'accuser d'entente en vue du génocide des Tutsis de 1994. Selon leur ordonnance, elle apparaît davantage comme victime de l'attentat qui coûta la vie à son mari et à ses proches que comme instigatrice de crime. Cette décision met un terme, du moins provisoire, à plus de 18 années d'enquête, mais elle relance un bras de fer ancien entre les magistrats instructeurs et le parquet national antiterroriste. Ce dernier a immédiatement annoncé son intention de faire appel, arguant qu'un recours est encore en cours d'examen. Les associations de victimes et plusieurs parties civiles rappellent, elles, le rôle présumé d'Agathe Habyarimana au sein de l'Akazu, le cercle rapproché du pouvoir Hutu, accusé d'avoir orchestré le génocide, et considèrent ce non-lieu comme une profonde injustice. Alors que la mémoire du génocide, qui fit plus de 800 000 morts en 3 mois, demeure une plaie béante, cette décision illustre toute la complexité du travail judiciaire face à l'histoire et à ses blessures.
Voilà, thanks God it's Friday, c'est la fin de ce grand journal pour ce vendredi 22 août 2025. Mais avant de partir, coup d'œil sur la météo. La journée débute sous le soleil dès le matin, avec des températures de 58 à 59 degrés Fahrenheit. Le mercure grimpe rapidement pour atteindre un maximum d'environ 80 degrés Fahrenheit en milieu d'après-midi, avant de redescendre progressivement dans la soirée à 67 degrés Fahrenheit. Conseil pratique pour votre journée, une tenue légère est idéale. Chemise à manches courtes ou on respirera avec éventuellement une couche légère si vous êtes sensible aux variations. Lunettes de soleil, crème solaire et chapeau recommandés pour l'après-midi, bien ensoleillé. En soirée, une veste légère pour être bienvenue si vous restez à l'extérieur. Si vous souhaitez faire des sorties pour ce soir, c'est le week-end. Profitez en bonne température, 80 degrés Fahrenheit, et le soleil retournera à son zénith pour ce aujourd'hui. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter ce grand journal au studio de Swag Radio, RLH Dorelas depuis Boston, de la capitale des grandes universités du monde. Swag Radio, le son qui swag, l'énergie, le flow et l'attitude. Passez un excellent vendredi, un excellent week-end en écoutant Swag Radio. Salut, rendez-vous c'est pour lundi. Salut à tous et à toutes. Au revoir.